Salut tout le monde, aujourd'hui au Léo Show, je reçois Thomas Levac. Enfin, j'ai pas oublié de peser sur record. On a parlé de documentaires, on a parlé de sport parce que vous voyez que moi j'en fais quand même beaucoup. C'était un très bon podcast. Pour ceux qui connaissent pas Thomas Levac, c'est un humoriste que je trouve très drôle. On a abordé des sujets. Le podcast va dans tous les sens. Des fois on parle de dénonciation, des fois on parle de documentaires. C'est un très bon podcast. Je vous souhaite un bon show. Puis on se voit la semaine prochaine encore pour un autre podcast. Si tu tripes sur le show, je t'invite à liker, lâche un commentaire, dis-moi quel invité t'aimerais voir au show. Partage, puis abonne-toi. Avant que tu ailles chercher ton verre d'eau, on parlait de ton enfant. C'est ta fille? Bientôt 1 an. Oui! Je vais te dire, quand j'ai su que tu allais avoir un enfant, je vais te dire la réaction que j'ai eue, puis je veux pas que tu le prennes mal, là, OK? J'ai su que Thomas Levac avait un enfant, j'ai fait « Oh! Thomas Levac! » Parce que, tu sais, je te connais pas hors podcast, hors show, là, mais t'es quel genre de père? Je l'ignore parce que je sais pas encore c'est quoi être père parce que je suis le père d'un petit être humain qui fait pas grand-chose. Ouais. C'est un être humain qui a juste besoin d'amour, de réconfort, d'attention et de soins. Un truc que... Alors, je l'ignore. Quel genre de père? Parce que tu peux pas, à mon avis, avant l'âge de 3-4 ans, tu peux pas vraiment inculquer des valeurs à ton enfant. Ouais. Tu peux simplement t'assurer qu'elle soit en vie. Alors, je suis plus un gardien qu'autre chose. Alors, je l'ignore. Puis, c'est une fille que t'as, puis est-ce que tu penses que quand elle va être plus vieille, début d'adolescence, qu'elle va commencer à se faire des chums, là, tu penses que tu vas être très protecteur? Puis, tu sais, on le voit souvent, ça, le père qui est trop protecteur avec sa fille, qui veut pas qu'elle aille de chum. Je crois que si tu te mets à gérer la vie sexuelle de ta fille, tu crées des fantasmes et c'est la pire, c'est très particulier. C'est très bizarre t'immiscer dans la vie sexuelle de ta fille et lui dire avec qui elle peut coucher et avec qui elle peut pas coucher. C'est la recette pour fucker sa vie sexuelle. Je pense que, je me rappelle plus de son nom, mais je pense qu'il y avait un rapper que lui, il allait à chaque 3 mois chez le docteur avec sa fille, puis qu'il faisait passer un test pour savoir. C'est T.I. qui fait ça. C'est élevé, là. Et T.I., c'est un homme qui a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir des armes à feu. C'est un drôle de gars, tu sais. C'est pas. Ouais. C'est sûr que quand. Moi, dans la vie, pour élever ma fille, c'est pas T.I. mon modèle. Je suis content de savoir ça. C'est sûr que quand t'es le genre de personne qui a des guns chez eux. Voilà. Non. C'est un homme aussi qui était... Comment il dit lui-même, comment il a percé dans le milieu du hip-hop à Atlanta. C'est que c'est un bully. Il créait des chicanes, il créait des batailles dans des clubs. Puis il revenait 6 mois plus tard. Puis il donnait son CD à un DJ. Puis il disait, si tu veux qu'il se passe rien dans ton club, fais jouer ça. Sinon, on va revenir avec mes gars. C'est comme ça qu'il a commencé à faire entendre ses musiques. C'est un bully. Oh shit! Ouais, alors, homme d'affaires, numéro 1, T.I. Ben oui. Mais. Père, peut-être numéro 3 500 000. Je pense aussi. T'écoutes-tu pas mal de rap, toi? J'adore le rap. Ah ouais? J'adore le hip-hop. Je trouve que c'est une superbe. Une superbe forme d'art. Mettons, en rappeur québécois, t'écoutes quoi? Les rappeurs que j'aime beaucoup, Larry Kidd. J'aime beaucoup Larry Kidd. Ouais. J'adore Larry Kidd. C'est le rappeur qui me rejoint le plus. Là, tu vas me dire, wow, le rappeur que tu rejoins le plus, tu connais pas son nom. Sur Spotify, je dis pas son nom, mais j'aime beaucoup sa musique. Mais Larry Kidd, je trouve qu'il y a un côté rapper rockstar. Tu trouves? Ouais. Je trouve que dans sa prestance, je sais pas si c'est le bon mot parce que ça se peut que je me trompe de mots des fois parce que j'ai pas un gros vocabulaire, mais dans sa présence puis comment qu'il est, je trouve qu'il y a un côté rockstar. Oui, il y a une prestance, c'est le bon mot. Ah ouais?
suis content. Je suis content. Yeah. Puis ton podcast, ça va-tu bien? Ça recommence. Je recommence à enregistrer la semaine demain plutôt. OK. Avec qui? J'enregistre avec Charles Beauchesne, le YouTuber Chris Negroski et avec Patrick Côté. Oh! Chris Negroski. OK. OK. Je le connais un peu. Je te cacherai pas que j'ai un peu... C'est quoi tu penses de lui? Je le connais pas, donc je suis très excité de le recevoir. T'as-tu regardé un peu ce qu'il fait sur Internet? Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a rapport. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Je le trouve drôle, je le trouve amusant. Je trouve qu'il connecte bien. Il a un charisme indéniable. Il est très intelligent. Écoute, je suis pas mal sûr que ça va faire un bon podcast. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais ton podcast, on dirait un peu comme une séance chez le psy. Merci. Je sais pas, je pense que c'est un compliment. Là. Tu sais, t'as pas... C'est voulu. C'est voulu? Voulu. OK. Pourquoi? Parce que je trouve c'est voulu parce que dans les dernières années, les conversations dont je suis plus fier, dont je suis sorti, j'en ai tiré le plus de bonheur, c'est mes séances chez le psy. Je joue pas au psy. Je ne joue pas au psy. Ouais. Je diagnostique pas quoi que ce soit à mes invités, à moins quand je le fais. Go, excusez-moi. Par contre, j'aime l'ouverture d'esprit d'une psy, j'aime l'ouverture, j'aime le rapport. Mais c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que quand quelqu'un vient s'asseoir à la table de ton podcast, il est comme un livre ouvert. Puis je pense qu'il n'y a pas grand personne qui... Je pense qu'il n'y a pas d'autres podcasteurs qui sont vraiment comme ça. Genre, que leur podcast... Sam Breton est un peu est énormément comme ça. Ouais. Et on va regarder son podcast. Moi, il faut que je sois différent parce qu'il est plus populaire que moi et je ne veux pas imiter quelqu'un de plus populaire que moi. Je vais plus maintenant me concentrer sur l'art et l'œuvre d'une personne. Okay. Parce que c'est un truc que j'ai observé. Sam est bon dans ce qu'il fait. Pourquoi refaire la même chose que Sam? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de la personne parce que n'importe qui peut avoir de la peine. N'importe qui a des problèmes. C'est pas n'importe qui est un artiste. Alors, je vais me concentrer là-dessus. OK. Moi, ce que j'aime du podcast avec Sam Breton, c'est que des fois, il va parler à l'entourage de son invité. Puis, il arrive avec des questions que des fois, ils peuvent surprendre l'invité. Puis, ça, je trouve ça malade. Je trouve vraiment que Sam Breton, il a un très bon podcast. Il y a une approche télé. Il y a une approche, il fait la même chose que les recherchistes. Puis ça, c'est cool. Oui, ben c'est pas tout le monde qui prend la peine de faire des recherches avant son podcast. J'ai un exemple que je veux pas nommer, mais d'un d'autre qui a reçu un violeur puis qui il savait pas parce qu'il n'avait pas fait de recherche. Là. Voilà. Puis de quoi qu'on parlait? Parlait la force de Sam Breton dans son podcast. Ouais, les recherches. Dans le fond, je sais pas si tu l'as remarqué, mais dans le premier podcast qui n'a pas enregistré, qu'on a fait ensemble, j'étais très sur mes questions. Je sais pas si tu l'as remarqué, là. Non, pourquoi l'être? OK. Ben, c'était le premier podcast que j'enregistrais, puis on dirait que j'étais trop sur mes questions. Puis hier, j'ai enregistré un podcast avec Michel Grenier. Let's go. Il m'a donné des super bons conseils sur le podcast. C'est un homme extrêmement gentil. Il m'a fait... Tu sais, là, on dirait que je veux sortir avec lui, là, mais il m'a fait... Michel, je comprends que tu l'encenses. Passer du temps avec Michel, c'est très enrichissant. Ouais. Il m'a fait vivre ce que c'était supposé être un podcast. Il m'a fait sortir de mes questions. On a rebondi sur des sujets à la place que je sois juste la tête sur mes questions. Fait qu'à cette heure, j'ai des questions que je me sers juste pour réanimer la flamme. Mais toi, tu as quelque chose de différent. C'est que tu ne sais pas à qui tu parles. Exact. Nous, mettons, j'inclus Jay, Sam, Jer, moi. On a déjà eu des conversations avec les gens qu'on fait des podcasts. Alors, c'est très différent. Pareil pour Mike. Ben, c'est ça que Michel m'a dit. Ça, j'ai expliqué que pour mon podcast, j'avais pas trop de concepts.
que moi, je voulais juste jaser avec du monde intéressant, de conversations intéressantes, parce que je disais que je peux pas. Je vis à Sherbrooke, je sors presque pas de chez nous, je fais des vidéos. J'ai pas l'occasion de parler à un Preach, à un Thomas Levac, à un Michel Grenier à chaque semaine. Fait que je trouve vraiment que c'est ça mon podcast. Puis il m'a dit que c'est un concept, là, un concept d'un gars de 20 ans qui va jaser à du monde qui parlerait pas normalement, hein. C'est vrai? Ouais. C'est bien dit. Ouais, Michel, il m'a appris des choses sur la business. Tu sais, tu veux-tu qu'on en parle un peu de Julien Lacroix? Ouais, go! OK? T'en as pensé quoi? Il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu penses? Premièrement, est-ce que tu parles des histoires qui sont sorties ou tu parles de sa lettre d'excuses? Mettons de sa lettre d'excuses puis de tout ce qui englobe Julien, là. Il y a deux positions. La première, c'est celle d'un alcoolique toxicomane. Je suis un alcoolique toxicomane. J'ai envie. C'est drôle parce que j'ai publié une joke là-dessus et les autres alcooliques toxicomanes que je connais pas, là, qui ont juste commenté, je suis alcoolique toxicomane. Tous ceux qui sont passés par le processus de régler ce problème-là voient l'erreur. C'est-à-dire que je connais pas un alcoolique ni un toxicomane qui a réglé un problème en 6 mois. J'en connais pas. C'est sûr. Généralement, si tu bois pendant une dizaine d'années de ta vie, parce que généralement, tu commences à boire à l'âge de 14-15 ans, tu règles pas ça en 6 mois. Ben non, c'est... Un truc que tu apprends dans ton processus, c'est que c'est pas l'alcool ni la drogue le problème. C'est pas ça. Si tu dis « je suis un alcoolique » et les mots suivants sont « les mauvaises actions que j'ai posées sont à cause de l'alcool et des drogues », et c'est le problème de la société, puis la société, si on devrait moins... Non, je décroche complètement. Et en tant qu'alcoolique et toxicomane, c'est que ta démarche fonctionne pas. Ça montre que ça marche pas. Je vois pas quelqu'un avec qui a un beau rapport avec l'alcool et qui a un beau rapport avec lui-même quand je lis ça. OK. Et il y a aussi, ça c'est le premier volet. C'est le premier volet que, ouais. En tant qu'alcoolique, je fais comme, mais voyons donc. Et l'autre aspect, c'est un aspect de relation de RH. Le milieu culturel, le show business, ça a beau être féerique, ça a beau être spécial que milieu, ça reste un milieu de travail. Ouais. J'ai beaucoup d'empathie pour les femmes dans mon travail parce que c'est des... Hier, un truc que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles sur Twitter qui ont publié sur Julien Lacroix. Je comprends parce que c'est eux les proies potentielles de Julien Lacroix. C'est les jeunes femmes. C'est les autres. Ouais. Pas moi. Moi, un gars de 31 ans, il va me casser la patience. C'est ça. Et aussi un autre truc pour en avoir parlé. Parce que moi, j'ai plus appris sur ce que Julien Lacroix a fait plus tard. Quand je parle à des jeunes humoristes, des open micers, particulièrement des Haïtiens et des Arabes, c'était à eux autres Julien Lacroix s'en prenait à eux. Au bordel, il restait tard, il se saoulait, puis il écœurait les jeunes humoristes. Un truc beaucoup exprimé, c'est qu'au bordel, il rendait la vie dure aux jeunes humoristes. Mais c'était-tu de la taquinerie en joke ou c'était vraiment du gros bully? Si je te connais pas, puis t'es sous, puis tu viens, puis tu rentres dans ma bulle, c'est pas ça taquiner. Je sais pas ouais. Mike Ward, il est taquin, il rentre jamais dans ta bulle. Jamais. Okay. Jamais. Faut que tu sois pas dans la bulle du monde qui connaît pas. Et je veux dire, à notre podcast, on en a parlé. Je viens de la croix avec Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Il y a un gars sur YouTube qui est allé au secondaire avec Julien qui dit « Ah, mais au secondaire aussi, il était comme ça. Au secondaire aussi, il était bully. » Maintenant, au secondaire, il est en état d'ébriété. Permettez-moi d'en douter. Puis, dans le fond, moi, j'en ai parlé avec Michel hier, puis il m'a dit que tout ce texte-là, c'était tremper son orteil dans l'eau du show business. Il testait voir les réactions. Ça me concerne pas. Ouais. Moi, ça, c'est le pourquoi il fait ça, le comment, puis le show business. Moi, ce qui me concerne, premièrement, ce qui me touche, je pense qu'il voit mal, sa démarche en tant qu'alcoolique et toxicomane se passe très mal. Ensuite, j'ai peur pour mes collègues femmes et j'ai peur pour les jeunes humoristes qui n'ont pas de pouvoir. Parce que Julien,
un truc qu'il fait, c'est qu'il s'attaque il aime bullier des gens qui n'ont pas de pouvoir dans le milieu. Moi, il m'a jamais rien fait. Punch down, jamais punch up. Là. Juste ça. Il punch pas quelqu'un qui peut le repuncher. Moi, le gars de 31 ans, 200 livres, 6 pieds, un peu fou! Moi, jamais rien dit de weird. Moi, jamais rien dit de weird. Il a peur. Mais est-ce que J'ai peur pour les humoristes qui sont plus introvertis. J'ai peur pour les humoristes qui ont du talent. Julien dit, oh mon Dieu, lui, c'est du talent. Je sais que Julien, il n'a pas peur de moi parce que Julien, tout ce que je fais, il n'a pas envie de le faire. Et tout ce que je fais, je ne peux pas le faire mieux que lui. Je serai jamais aussi populaire que Julien, je ne ferai jamais des vidéos comme Julien, je ne toucherai jamais aux vidéos de Julien. Fait que je suis en sécurité avec lui. Moi, je m'en fous de Julien. J'ai pas peur. J'ai peur pour les autres. J'ai peur pour les plus jeunes. J'ai peur pour... Puis, il y aurait des rumeurs comme quoi qui travaillerait avec une boîte de prod sur un projet pour revenir, puis ça, ce serait comme la première étape. Est-ce que tu penses vraiment qu'une boîte de production s'embarquerait là-dedans? Je connais pas les boîtes de production. Okay. Je suis pas bon là-dedans. Je sais pas. Je ne sais. Je sais pas. Puis on a parlé que ton podcast, ça ressemblait un peu à une séance chez le psy. Est-ce que tu recevrais Julien Lacroix pour parler de ça de long en large? Non, parce que dans la description, regarde, moi j'ai déjà reçu Julien et c'était avant que je sache, c'était avant l'article, puis c'était avant que je sache tout ce qu'il avait fait. Et dans la description de mon podcast sur Spotify, c'est écrit « Thomas Levac s'entretient avec des artistes qui l'admirent. » J'admire pas quelqu'un qui se fait accuser par 9 femmes différentes dans un quotidien respecté comme Le Devoir d'agression sexuelle. Et le lendemain, il dit qu'il va poursuivre Le Devoir. Je n'admire pas ce genre d'artiste-là. Je n'admire pas son œuvre, alors je ne vais pas l'inviter. Si je n'admire pas ton œuvre, tu ne rentres pas dans mon studio. Je ne t'accorde pas mon temps. Fait que non. Puis des clics, je peux en avoir autrement. Ouais. Mais il y en a as fuck du monde, je pense, dans le milieu... pas juste de l'humour, là, mais dans le milieu artistique, il y a vraiment beaucoup de monde que même... Tu sais, j'en ai parlé même hors d'onde avec Michel hier, puis il y a beaucoup de monde dans le milieu du showbiz que... J'ai l'impression que c'est rempli de fake. Je sais pas, moi j'ai jamais compris qu'est-ce que ça signifie être fake ou pas fake. Moi je m'en fous même si t'es fake. Sois fake. Moi ce qui me dérange, c'est quand tu rentres dans l'intégrité physique du monde. Sois fake. Ça me dérange pas. Man, sois hypocrite. C'est pas de mes affaires. Je peux pas appeler la police et dire « Hey, cette personne-là est fake. Ouais. » Par contre, l'intégrité physique du monde, c'est important, c'est essentiel. Je veux dire, c'est... Moi, ce que j'observe, il y a des gens que je connais pas, qui publient sur les réseaux sociaux, qui ont peur de cet homme-là, puis qui sont pas à l'aise. Fait il y a des spectateurs qui expriment ça. Rosalie Vaillancourt, elle n'en revient pas de Julien. Rosalie Vaillancourt, elle a eu une... Quand je dis une relation, pas une relation amoureuse, une relation d'amitié, là. Travailler avec cet homme-là, elle l'aime pas. Elle est inconfortable avec. On peut au moins l'écouter. Il y a quelque chose là-dedans, là. Ouais. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui sont inconfortables avec cet homme-là. C'est davantage elle qu'on devrait écouter. Et aussi, il y a d'autres hommes aussi qui sont... Il y a des jeunes... Il y a des jeunes hommes. Moi, je pense qu'il faut écouter les jeunes hommes parce que c'est les jeunes hommes... Il est plus jeune, là. Julien, puis il se tient plus avec des plus jeunes. Écouter les plus jeunes, puis écouter les femmes. C'est eux qui ça compte. Moi, je trouve ça plate quand il y a du monde de 42 ans qui fait « Ouais, mais moi, je crois à la rédemption. » « Oh, mais tu n'auras pas à faire affaire avec lui. » C'est pas toi sa proie. C'est pas toi c'est ta tête qui va piler. C'est pas toi qui va bullier dans une réunion pour que tu te sentes mal. C'est pas toi sur un plateau qui va rendre la vie difficile. Alors, moi, ce que je pense de Julien Lacroix, c'est pas important. OK. S'il vous plaît, écoutons les gens à qui il fait du mal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Toi, il va te bullier. Pas moi. Moi, une fois, j'en parlais à Géraldin, mais on parlait de personne qui me fait des affaires. Je le répète, j'ai 6 pieds, pèse 200 livres, il y a des fils qui se touchent. Le monde, il parle.
S'ils maïssent, ils le font en groupe chat, en secret, pas dans ma face. J'ai comme l'impression que toi, il y a un côté de toi que si quelqu'un te tape ses nerfs, tu peux le surprendre puis sauter dessus. Ah, moi, tu peux me taper ses nerfs, ça me dérange. Ça, Non, mais je parle méchant. Lui, c'est pas une question de taper sur les nerfs. Lui, c'est documenté. Il est dangereux. Ouais. On est ailleurs, là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les médias parlent plus de quelqu'un qui vient, d'un agresseur qui vient écrire un message pour s'excuser que de toutes les dénonciations qu'il y a eu. J'ai l'impression qu'on parle souvent plus de l'artiste qui a eu ces accusations-là que des victimes. Bien sûr. Puis ça, je suis pas TVA, là. Je veux dire, s'il y a plusieurs personnes qui... C'est dur à chaud, là. J'observe sur Internet, il rend des gens mal à l'aise. Puis pas mal à l'aise du genre, j'aime pas son art, ou mal à l'aise, j'aime pas qu'une personne... pas comme moi, je rends du monde mal à l'aise. Comme moi, je rends du monde mal à l'aise parce que j'aime pas comment tu... Il y a des gens qui aiment pas les sujets que j'aborde, il y a pas les gens qui aiment mon ton de voix, qui aiment mes mots. Ouais. Soit. Et moi, en plus, ma réponse, toujours, si je suis même mal à l'aise, juste bloque-moi. Qu'est-ce que tu... Voyons! Je suis sur Internet! T'aimes pas ce que je fais, tu me bloques, c'est terminé. Je n'existe plus dans ta tête, je n'existe plus dans tes yeux, arrête. Lui, c'est différent, parce que lui... Comme j'ai dit dans ton podcast, quand on l'a pas enregistré, il n'y a rien qui empêche Julien de faire des vidéos tout seul chez eux, de mettre sur YouTube, enlever les commentaires. Si Julien fait ça, je n'ai pas eu le problème. Cet homme a le droit d'être sur YouTube, à ce que je sache. Ouais. Là où c'est difficile, c'est que pour faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire de la télévision, du cinéma, de la scène, il reste... Faut qu'il soit aimé au minimum. C'est pas une question d'amour. Moi, je parle de... Pas une question d'amour? L'amour, ça, c'est autre chose. Pour moi, c'est moral. C'est autre chose. Moi, Okay. c'est pour faire de la télévision, pour faire du cinéma, pour faire de la scène, c'est des travails d'équipe. Alors, il y a des gens qui sont sujets qui vont faire face à Julien. Et peut-être que, en ce moment, ça a le potentiel d'être dangereux. Parce que, par le passé, c'est documenté. Il a été méchant avec des gens. Il semblerait qu'il a violé des gens. Je veux dire, c'est souvent ses collègues. Dans l'article du Devoir, il explique que dans des tournois d'impro, il s'asseyait sur des filles la nuit. Alors, c'est dangereux il est dangereux pour ses collègues. C'est ça le problème avec Julien. Moi, quand on parle d'amour, de rédemption, moi, je trouve que c'est pas le bon débat en ce moment. Ce qu'on lui reproche, il est dangereux pour ses collègues. Mais j'ai l'impression que le monde, il comprend pas. Un certain joueur de hockey, la raison pourquoi on donne des matchs de suspension, ils ont le potentiel de blesser leurs adversaires, leurs collègues. Alors, on les retire de la patinoire. En lisant les commentaires qu'il y avait en dessous de son texte hier, j'ai l'impression que le monde, ils comprennent pas à quel point il est dangereux, ce gars-là. Ça me concerne pas parce que les gens ont le droit d'aimer cet homme. Les gens ont le droit de triper. Les gens ont le droit de... Je tripe sur Julien Lacroix, ces vidéos me font mourir de rire et j'ai pas à juger ça. C'est pas de mes affaires, ça. Mes affaires, c'est que je suis dans un milieu culturel. Puis il y a des gens qui ont peur. Ouais. En cours, elle dit, elle veut pas être sur le même plateau que cet homme-là. Grave. Moi, mettons, c'est une blague, là. Rosalie Vaillancourt, elle veut pas être avec moi parce qu'elle me trouve poche. Mais c'est un autre game, pas vouloir travailler avec moi parce que c'est une blague, là. Ouais. Normalement, en tant qu'artiste, tu peux choisir avec qui tu travailles, puis généralement, c'est j'aime sa sensibilité ou j'aime pas sa sensibilité. Là, si on se pose des questions ou Catherine Levac qui a dit ça dans la presse, j'ai trouvé ça intéressant. Catherine Levac qui partage dans la presse que très tôt dans sa carrière, elle s'est fait dire ne sois pas seule avec Gilbert Rozon. Elle a fait OK, puis elle a pris ça, c'était normal. Et ensuite, elle a fait ben non, c'est pas normal, je devrais pas avoir peur d'être dans la même pièce. Un patron, c'est absurde! Ouais. Toi, y a-tu du monde que tu sais, sans nommer de nom, y a-tu du monde que toi, tu te dis si on est sur le même show, je vais pas? Personne. Personne? Ben, je suis indépendant. Je veux dire, c'est moi qui décide de mon booking. J'ai un podcast ou aussi je veux dire, dans une soirée d'humour, là. Je vais jamais demander qui est sur le même spectacle. OK. Je vais jamais demander.
OK. Je vais te le demander. Ça, c'est dans mes valeurs, là, puis il y a peut-être des gens qui ont des valeurs différentes. Moi, je demande pas qui est sur qui est sur le spectacle. Ce qui compte, c'est qu'on respecte son temps et qu'on. Ce qui compte, c'est ton set. That's it. Puis, est-ce que quand tu invites du monde à ton podcast, est-ce que tu es stressé? J'ai le trac à chaque fois. OK. Puis, j'en parlais encore une fois avec Michel hier. C'est quoi quand tu invites quelqu'un, c'est quoi ta démarche? Voir ma démarche, c'est voir le plus de son œuvre possible. Je m'intéresse plus à ce qu'il a fait qu'à ses entrevues. OK. Comme je peux avoir parlé à d'autres podcasteurs, ils vont lire ou vont écouter toutes les entrevues que l'artiste a faites. Moi, je préfère voir le plus de numéros, voir le plus de sketchs, voir des films, lire ce que la personne a écrit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est son œuvre et on parle de là. Tu dis que t'es souvent. Est-ce que c'est du stress que tu vis ou de l'anxiété? Trac. Du trac, c'est une belle, ce que j'appelle une belle anxiété de performance culturelle. Du trac, c'est j'espère bien performer. Et Puis, à mon humble avis, tout à fait normal, adéquat et bienvenu. et puis dans la vie, es-tu quelqu'un qui est stressé, anxieux? Non? OK. J'ai longtemps été. Et j'ai de la thérapie pour ça. Il y a tomber en amour avec une femme qu'on aime pour ça. Il y a choisir des environnements. Moi, souvent, quand j'entends des collègues parler d'anxiété, ça me tape ses nerfs parce que c'est pas ton anxiété le problème, c'est que ton milieu est pas bon. Ouais. Donc, tu n'iras jamais voir un prisonnier et en disant ah, tu as un problème d'anxiété. Non, tu es en prison, Chris, fait que tu as peur. Je crois que les gens dans notre milieu, ils sont dans des mauvais projets, ils sont dans des boîtes de production qui les rendent inconfortables, ils ne font pas ce qu'ils veulent, et là, ils sont anxieux. C'est ton environnement qui n'est pas bon. Change ton environnement, assure-toi d'être entouré de gens que tu aimes, assure-toi d'avoir une bonne hygiène de vie, mange comme du monde, bois de l'eau, ne te couche pas à 4h30 du matin. Ensuite, on va voir comment tu te sens. As-tu vraiment un problème d'anxiété où tu dors mal, tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne t'exprimes pas comme tu l'entends et tu es en compétition avec des gens qui n'ont pas rapport avec toi? Il y a ça aussi, là. Moi, j'ai l'impression que dans la vie, je fais de l'anxiété, du stress, mais on dirait que je peux pas dire que je suis sûr à 100% que c'est ça parce que je suis pas un docteur, j'ai pas étudié là-dedans, je sais pas, j'ai 20 ans, je sais pas c'est quoi vivre ça. Je sais pas c'est quoi vivre une crise de panique, mais je sais pas, j'essaie de... Quand j'entends moi, pour les autres métiers, ça fait 10 ans que je suis en humour, fait que c'est le seul truc que je me permets de spéculer parce que je suis là-dedans. Alors, si un comptable me dit je vis de l'anxiété, je ne vais pas lui dire ben non, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Je connais pas cette réalité-là. Ouais. Je connais un peu plus ces réalités d'humoriste. Un peu les autres formes d'art, mais vraiment humoriste. Et la majorité du temps, quand j'entends quelqu'un me parler qui fait de l'anxiété, j'aime pas jamais, je me dis tout le temps, mais moi aussi, si j'avais ta carrière, je serais ses nerfs. Avec les choix que tu fais, ça vient avec de l'anxiété. Maintenant, avec ces choix-là, il y a des avantages, mais ça vient de l'anxiété. Exact. Ta face est sur des adribus. C'est anxiogène! Ouais. Anxiogène! Le monde attend l'autobus puis ils voient ta face, ils n'ont pas choisi ça. C'est anxiogène! Ça doit être bizarre sortir puis il y a ta face sur le derrière de l'autobus. Je prends l'autobus ou je prends pas l'autobus? Mais là, si les gens me voient que je prends l'autobus, je peux comprendre. Des fois, ça me... Et ou des fois, moi aussi, si je travaille avec tel réalisateur ou tel producteur, je serais ses nerfs. Il est réputé pour crier après le monde. Mais là, j'espère que tu fais de l'anxiété. Mais moi, j'ai l'impression que je fais pas d'anxiété en lien avec ce que je fais du domaine artistique, podcast, vlog. J'ai pas l'impression que ça me crée de l'anxiété. J'ai l'impression que c'est une job normale. Une job de 9 à 5, peu importe, une job normale, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait faire de l'anxiété. Mais bon, j'essaye de grandir avec ça à chaque jour. Et aussi, de quel âge? 20 ans.
normal à 20 ans d'être ses nerfs. C'est une période extrêmement épeurante. C'est une période où tu dois choisir qu'est-ce que tu veux dans la vie. C'est une période où tu veux tomber en amour. C'est une période où tu veux découvrir ta sexualité. C'est une période où tu veux rentrer en contact avec les autres. C'est une période où tu as beaucoup d'énergie, mais en même temps, tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est extrêmement anxiogène avoir 20 ans. Mais j'ai l'impression que j'ai pas... Là, je veux pas sonner comme un One Direction qui parle en entrevue, mais j'ai l'impression que j'ai pas la même vie que le monde avec qui je suis allé à l'école. J'ai l'impression que moi, je suis à fond dans le but de me builder une carrière, de vivre de ce que j'aime, puis je vois du monde avec qui je suis allé à l'école que eux, ils ont une job, une blonde, un kid, mais j'aspire pas à ça, on dirait, pour l'instant. Mais bon. Non, chacun ses trucs. Ouais. Il y a bien des gens avec une job, un kid qui aspire pas à notre vie. Exact. Exact. T'aimes-tu bien le sport? Je sais que t'as déjà pleuré en parlant de baseball, là, mais c'est quoi ton sport préféré? J'adore le faire et j'adore le regarder. OK. Ton sport préféré? J'adore jouer. Le sport que je préfère pratiquer, c'est le basketball. Le sport que je préfère regarder, c'est le football américain. T'as-tu vu le... Je sais pas si c'est une série de... Attends, j'ai comme un rot dans le fond de la gorge. T'as-tu vu je sais pas si c'est une série de documentaires ou un documentaire sur Tony Parker? Bon, mais sur Twitter, on raconte que c'est très bon. Ouais, c'est très, très bon. Le dernier que j'avais écouté sur un joueur un sportif, c'était sur Michael Jordan. Mm-hmm. Tu l'avais-tu écouté, ça? Oui! Oui? T'en as pensé quoi? Je trouve que J'adore le documentaire. Je trouve pas que c'est un documentaire réussi. OK. Et, oui, parce que c'est très débile. Parce que, tu sais, il essaie de... Un truc que j'aime pas du documentaire, c'est qu'il essaie de montrer de la tension. C'est que c'est particulier de faire un film sur un gagnant. Parce que ce qui est génial d'un film, c'est les épreuves. Quelqu'un qui a été gagnant toute sa vie. Parce que Michael gagne tout le temps. Alors, c'est particulier qu'il monte à 6 reprises. Hey, vas-tu réussir à le battre? Tu sais, oui, il va réussir à le battre. Il y a 6 victoires de... J'ai pas tout compris c'était quoi l'intérêt de ce documentaire-là, à part faire de l'apologie, à quel point Michael Jordan est très, très bon. Et j'ai vraiment l'impression que c'était une série de vidéos de lui qui était vraiment bon au basketball, coupées de lui dans un manoir avec les yeux jaunes. J'ai pas trouvé ça particulièrement réussi comme documentaire. Et je trouve ça génial qu'il a coupé toute la séquence où il était pas bon que les Wizards. Il a décidé que c'est jamais arrivé. Il a coupé la séquence où il était mauvais propriétaire. Je trouve que c'était pas vraiment un documentaire, mais c'était un infopub sur à quel point Michael Jordan est exceptionnel. Mais ça, on était au courant de ça? Ben moi, j'ai aimé ce documentaire-là à cause que je le connaissais de nom, mais je connaissais pas sa carrière. Curieux, quand j'en parle à des gens, ceux qui connaissent Michael Jackson, en majorité... Michael Jordan, pardon-moi? Jackson. Ah! Jordan, pardon-moi, voilà. Un lapsus de ma part. C'est pas le même gars. No! Ceux qui connaissent bien la carrière de Michael Jordan ont fait à quoi bon? Je connais sa carrière. Ceux qui ne le connaissent pas ont trippé sur le documentaire parce qu'ils découvraient. Alors, je pense que c'est un point de vue. Puis je crois que de ce point de vue-là, le documentaire est réussi parce que le but de Michael Jordan, c'était d'aller chercher des nouveaux fans comme toi. Moi, je trouve déjà qu'il est extraordinaire. J'aurais voulu en apprendre un peu plus. J'ai pas appris grand-chose. Je savais que ses coéquipiers là ici. C'est un documentaire réussi, mais trop long. Genre, c'est quoi? C'est 6 épisodes de 1 heure? 10. 10? Voyons, là. Il me semble que t'aurais pas pu compacter ça un peu plus. T'écoutes-tu beaucoup de documentaires? C'est ma forme d'art favorite. Je trouve que la forme documentaire est géniale. Pas juste j'écoute des documentaires, j'apprends juste la forme. Comment il raconte une histoire en documentaire. Exact. Meilleure manière de raconter. Je trouve que c'est la manière la plus prenante. Tu t'accroches à un documentaire. Comment c'est raconté, comment ils disent au début, comment l'information est donnée. C'est la meilleure forme de... C'est quoi ton top 3 de documentaires? Wow! C'est une excellente question de ta part. J'ai dit ça pour gagner du temps. À HBO, ils ont fait une série qui s'appelle The Jinx. OK. The Jinx,
Je veux dire les documentaires qui me viennent en tête que j'aime. Là. Si c'est pas le top 3. The Jinx, un incroyable documentaire. C'est l'histoire réelle. C'est un documentaire d'un homme qui s'appelle Robert Durst qui est accusé d'avoir tué 2 de ses épouses. Et il en sort à chaque fois. Il a tué 2 de ses épouses et il a tué et découpé un homme. On l'a retrouvé dans l'océan et il s'en est sorti. Soft. Et le père, c'est le fils d'un grand magnat de l'immobilier à New York. C'est un gars que son père avait des... Il y a des buildings là, à New York. Là, ça s'appelle comment? C'est buildings, je sais pas. Mais non, le documentaire. G-I-N-X. C'est disponible sur plein de plateformes. Il y a moyen de le pirater puis c'est disponible sur Crave parce que c'est sur HBO. Et ce qui est génial, c'est que le documentaire a fait en sorte qu'ils ont réouvert le dossier et qu'ils l'ont arrêté. Le lendemain du dernier épisode, il se fait arrêter. Oh! Ouais. On le voit-tu dans le documentaire? Non. Parce que c'est cet épisode-là qui ont fait en sorte que la police était revenue. OK. The Jinx. Il y a aussi The Queen of Versailles. Ça, c'est exceptionnel. C'est l'histoire. Au début, le documentaire commence. Ils veulent filmer, encore une fois, des mangas de l'immobilier. Okay. Ce qui fait, c'est ce qu'on appelle du timeshare, c'est que tu achètes une propriété, mais tu le mettons juste 6 mois par année ou 3 mois par année. C'est une manière de faire tellement d'argent. Et ce gars-là, avec sa femme, il décide de reconstruire Versailles en Floride. Ils veulent reconstruire le château de Versailles. Mais ce qui se produit, projet. Ouais, c'est que la crise immobilière aux États-Unis éclate. Alors, ils n'ont plus d'argent, ils font faillite. Alors, tu vois une famille hyper puissante faire faillite. Alors, ça, c'est très intéressant. Fait que le Queen of Versailles, super documentaire. Tu sais que c'est un bon documentaire parce que ça fait des années qu'ils poursuivent la fille qui a fait le documentaire. La famille en fait vraiment à la documentariste. Ça, c'est un autre documentaire qui me fait triper. Sinon, Junior sur l'ONF, gratuitement. Vous pouvez aller voir le documentaire Junior. C'est un documentaire sur le Drakkar de Baie-Comeau. Ils suivent le Drakkar de Baie-Comeau, si je me souviens bien, 1 an. Et c'est fascinant. C'est fascinant de voir les jeunes. C'est quoi ça, le Drakkar de Baie-Comeau? Une équipe de la LHJMQ. C'est une équipe junior dans la Ligue junior de hockey. OK. Fantastique. Tu vois le rôle des agents. Tu vois à quel point tu vois les jeunes de 16 ans qui veulent être repêchés. Tu vois le coach. Le coach, il est très, très facile de critiquer le coach. C'est particulier de voir cet homme-là être responsable de l'éducation et du cheminement de jeunes entre 16 et 20 ans. C'est... Je ne sais pas si cet homme-là devrait être un modèle pour qui que ce soit. T'as-tu vu de Octopus Teacher? Non. Non? Il faut que tu le regardes. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu dans la dernière année. C'est un réalisateur semi à retraite qui a commencé à faire de la plongée. Puis, pendant 1 an, il plonge à chaque jour pour aller voir une pieuvre. OK. Il commence à développer une relation avec cette pieuvre-là. La pieuvre commence à le reconnaître. Puis, la pieuvre commence à y tendre c'est une tentacule qu'ils ont? C'est tellement intelligent, une pieuvre, là. Puis, ce documentaire-là, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. Si tu oublies le fait que tu apprends plein d'affaires, ces pieuvres, le storytelling derrière ce documentaire-là est fou raide. Yeah! Cool! Des fois, tu vois la pieuvre qui se fait attaquer par un requin, ben, il y a des images de ça. Il y a des images, puis storytelling insane, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce documentaire-là. Vraiment, la façon que le dude raconte son histoire de Octopus Teacher, un des meilleurs documentaires que j'ai vu dans la dernière année. Wow! Cool! Belle recommandation. Je fais ce que je peux. T'as-tu déjà fait de la plongée? Non. Ma blonde, oui. Elle a fait de la plongée en Australie. Moi, jamais. Moi, dans la vie, j'ai peur des hauteurs et j'ai peur de l'eau. C'est pas une bonne idée. Je pense que je vais être heureux dans une substance qui peut potentiellement me tuer. T'as-tu peur de l'eau, genre dans la mer ou, mettons, une piscine? Une de mes phobies, c'est me noyer. OK, fait que même une piscine, t'es pas full à l'aise. Là. Je suis jamais à l'aise à 100%. Même quand je vais faire des longueurs, j'ai toujours une petite anxiété. OK. T'es-tu quelqu'un qui aime voyager?
Pas plus qu'il faut. OK. T'as-tu été passer tes vacances de Noël au Mexique? Heureusement, non. Je suis pas allé me saouler au Mexique. C'est quand même spécial, hein? Tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines autour du monde qui voyage, là, on dirait que eux, ceux qui voyagent, ils avaient besoin de le dire puis qu'on sache qu'ils voyagent. C'est plus fou. Ouais. C'est la partie la plus folle. La partie la plus folle, c'est pas qu'ils aient voyagé. Parce que je crois qu'on connaît tous des gens qui ont voyagé mais qui ont gardé le secret. Ouais. La partie la plus folle, c'est tu peux pas t'empêcher d'aller voyager puis de prendre en photo puis de le mettre sur Internet. Ça, c'est le côté le plus absurde. Puis c'est un peu normal que ça fâche le monde, là. Bien sûr. Bien sûr. Eux sont au Québec, dans le gros fret. Puis là, hop, couvre-feu. Hop, tu sors plus de chez vous après 8 heures. Puis tu vois des vidéos du monde qui se saoulent tout en gang, qui ont l'air d'avoir du fun. Non, c'est pas... non, c'est pas super. C'est pas... c'est pas super. C'est... Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je l'ignore. Une chose dont je suis certain, c'est sûr que ça va être mal vu. Alors, si tu sais que ça va être mal vu puis que ça va t'apporter de la haine, pourquoi tu t'exposes à ça? Pourquoi tu t'exposes à te faire insulter sur Internet? Je ne le comprends pas. C'est tellement bizarre. Je pense qu'il y avait un des frères Tadros, c'est ça leur nom? Ouais. Qui était... Il est Stu, puis son ami Stu, il dit « Continue d'envoyer des dons, parce que c'est avec ces dons-là qu'ils peuvent se saouler dans la plage. » Tous les conspirationnistes, je veux dire, c'est une blague que je fais souvent à ma blonde, mais j'ai le même modèle d'affaires qu'Alexis Trudel-Cossette. Je suis un gars qui fait des vidéos puis qui demande des dons. La seule différence, c'est que moi, j'offre des podcasts, puis lui, il offre donnez-moi de l'argent, vous allez savoir si la police va rentrer chez vous. Là. C'est une forme de... C'est du contenu différent? Ben, la grande différence, je crois, entre moi et Alexis Cossette-Trudel, je ne sais jamais comment le dire, c'est que je trouve que ça ressemble beaucoup à une secte, ce qu'il fait. C'est la même chose qu'une secte, parce que toutes les sectes ont de quoi en commun. Ils savent que la fin du monde s'en vient. Donc, toutes les sectes ont ça en commun. Ils ont besoin d'argent et la fin du monde s'en vient. C'est comme génial, hein? Toutes les sectes, ils savent toutes, mis à part faire de l'argent. C'est la seule affaire qu'on baigne de la misère, ils savent pas comment aller travailler à l'épicerie puis avoir un job. Et la fin du monde. Moi, je demande de l'argent, mais je prédis la fin du monde à personne. Mais ce que j'ai trouvé drôle avec Alexis, on va l'appeler par son prénom. Trudel Cossette, ou Cossette Trudel, bref. Oh, c'est Alexis. C'est que, mettons, sur sa page, mettons, dans ses vidéos, quand il fait afficher où est-ce que tu peux y faire un don, tu peux y faire un don en cash. Il y a une adresse de boîte postale. Wow! Oui, parce que... Ben oui. Parce que c'est curieux. Il fait bien de faire ça. Ben oui. Sur Patreon, ça s'adresse à des gens qui ont des cartes de crédit. Ça s'adresse à une certaine tranche de la population. Surprise, les gens, généralement, qui croient que la fin du monde va arriver dans 3 jours, ils passent pas au crédit. Puis c'est surtout que... Ben, j'ai aucune idée si c'est pour ça qu'il fait ça, mais c'est surtout que sur Patreon, l'argent que tu fais, l'impôt peut le voir plus facilement que quelqu'un qui t'envoie du cash. Je comprends, mais moi, oui. Puis c'est aussi, moi, des fois, ça m'arrive, il y a des gens qui disent « Hey, j'ai pas de carte de crédit, mais je vais t'envoyer de l'argent. » Puis ma réponse, c'est toujours si tu passes pas au crédit, c'est pas le temps de me donner de l'argent. Ouais, t'as d'autres problèmes que ouais. Donné, pour vrai, je suis super content que tu m'encourages, je suis content. Mais, ouais, non. Excuse, attends 2 semaines. Ouais, attends 2 semaines, puis l'épisode va sortir. 2 semaines. Ça va être aussi bon. L'épisode avec Jean-Thomas Jobin, il va être aussi bon. Parlant de Jean-Thomas Jobin, t'as-tu écouté Big Brother? Non. Ça me rend inconfortable. Big Brother. Inconfortable, la télé-réalité. Ça me rend inconfortable. Encore là, je répète. Moi, je répète, t'es un toxicomane, alcoolique. Ouais. Il a commencé à être populaire parce que j'ai envoyé une photo de sa graine à un Africain puis il l'a parlé dans un podcast. Je ne peux pas commencer à te juger de comment tu gères ta vie.
Alors, si t'aimes ça, t'aimes ça. Mais moi, ça me rend inconfortable, la télé-réalité. Moi, je sais pas si c'est le fait que ce soit des célébrités puis tes voix vivent ensemble. Je sais pas si c'est ça que j'aime là-dedans, mais ça vient de commencer, puis je suis déjà accro. Je veux que Jean-Thomas Jobin gagne et je veux aussi qu'il drop au moins une fois un sort avec ou un brag. Ça là, ça me rendrait tellement heureux. Puis François Lambert, là, c'est une marde là-dedans. Ben, Ben, j'ai l'impression que tu vas voir le vrai visage de ces artistes-là. je pense que c'est l'inverse. Tu penses? Je pense que c'est des gens qui sont bons à... Ben, je sais pas, je ne l'ai pas regardé. Tu le ferais-tu? Si je ferais... Ben non, parce que ce que je trouve difficile de la télé-réalité, c'est que c'est un tatou. T'es tatoué avec ces émissions-là toute ta vie. Ouais. Ben, je pense pas que Big Brother, célébrité, ce qui se passe en ce moment, je pense pas que le monde qui vont sortir de ça vont être tatoués par ça, parce que j'ai l'impression que c'est tout du monde qui ont déjà une carrière et qui ont déjà accompli certains trucs. OK. Je sais pas... Mais je parle pour moi. Moi, si je fais une télé-réalité, je vais être connu pour la télé-réalité parce que je suis pas connu. Je suis connu 0, 0, 0. J'ai aucune influence. Je suis pas zéro populaire. Alors, si je gagne en popularité parce que je fais une télé-réalité, je vais être le gars qui a fait une télé-réalité. Ouais. Moi, je ne veux pas ça pour moi. Je ne veux pas ça pour moi. OK. Est-ce que des fois... est-ce que t'es bien dans la situation où ce que t'es présentement? Je suis toujours en train de me plaindre. Hein? Je suis toujours en train de me plaindre. OK. Je vais finir ma question. Tu sais, en ce moment, dans situation, tu sais, mettons qu'on oublie la pandémie, là. Mettons qu'on parle de avant, quand que tout allait bien, que tu faisais des shows, tu faisais ton podcast. Aujourd'hui, à cette heure, tu as une fille, ça peut peut-être rentrer dans la balance. Est-ce que tu es bien avec la carrière que tu as présentement ou tu aimerais amener ça à un autre niveau? Je suis jamais bien. Il y a tout le temps quelque chose qui va mal. Je suis un éternel insatisfait. Il faut tout le temps que je me plaigne. J'adore être une victime. Je suis jamais content. Moi, dans la vie, je me fixe des objectifs. Je fais tout pour les atteindre. Je les atteins, puis je fais boah. C'est quoi le prochain? Même pas. C'est juste, c'est tout, je suis pas mieux. Je suis incroyablement insatisfait. Je suis fatigué. Non. Alors, peu importe ce que j'ai, je vais trouver quelque chose que j'aime pas, ou je vais chialer que je l'ai pas obtenu comme je voulais, ou je vais toujours chialer. T'es-tu heureux? Je sais pas c'est quoi le bonheur. Je crois dans la vie que le bonheur, si je suis heureux, je sais pas c'est quoi. Je sais c'est quoi être stressé, je sais c'est quoi être malheureux, je sais c'est quoi être mal. Je comprends ces émotions-là. Je les ai déjà ressenties et je ne les ressens pas. Alors, je suis pas malheureux, je suis pas triste, je suis pas névrosé. OK. Je suis heureux, je sais pas c'est quoi être heureux. Je l'ignore. Je me demande, je crois même que c'est un des grands mots en Occident. On cherche tellement à être heureux, mais on ne sait pas c'est quoi. Alors, on est tout le temps frustré. Parce qu'on fait « je suis pas heureux », mais on ne sait même pas c'est quoi. Alors, on poursuit quelque chose qui n'existe pas. Alors, c'est pour ça qu'on est tout le temps fâché. Ton objectif, c'est être heureux. Je comprends pas c'est quoi ton objectif. J'ai souvent entendu du monde dire je suis sur mon X, puis j'ai l'impression... Quoi? Eric Salvaille disait tout le temps ça. J'ai l'impression que quand tu dis ça, aussitôt que tu le dis, t'es plus sur ton X. C'est une façon de voir les choses. Je sais même pas ce que ça veut dire être sur son... C'est le genre de phrase qui semble intelligente, mais qui est très creuse. C'est vraiment une phrase creuse. Être sur son X, qu'est-ce que ça signifie? Ben moi, selon moi, être sur son X, c'est quand que ta carrière va bien, ta vie avec ta vie familiale va bien, avec tes amis, ça va bien. J'ai l'impression que c'est quand tout va bien, mais qui peut être capable de faire ça, que tout aille bien dans sa vie? Personne. Ça n'existe pas. Il y a tout le temps une frustration. Ouais. Il y a des accidents, il y a des erreurs de la vie. Je veux dire, Il y a tout le temps une bad luck plus ou moins grosse qui va te tomber dessus. Ouais, moi, c'est ce que j'aime d'avoir développé un sens de l'humour, c'est que
Je trouve qu'avoir un sens de l'humour, c'est un remède au malheur. Parce que peu importe ce que je vis, je peux en rire, puis je peux y trouver une perspective comique et éclater de rire. Alors, je peux passer au travers. Alors, j'ai l'impression que j'ai une capacité à endurer le malheur. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus important et précieux qu'être heureux. Je pense que le secret pour s'amuser dans la vie, c'est pas d'être heureux, c'est d'être capable d'être mal puis d'être passé au travers. Je sais pas si c'est un film ou un livre, mais il y a un truc, ça s'appelle Le Secret. Je l'ai jamais lu ou vu, mais à ce qui paraît, ça parle du secret pour être heureux, me semble, mais je suis vraiment pas sûr de ce que En gros, j'avance. c'est la visualisation. Si tu désires quelque chose, pense-y tout le temps, puis ça va arriver. Tu y crois-tu à ça? Non. Non? Je OK. pense pas que ça marche de même. Moi, je pense que si tu veux vraiment quelque chose vraiment fort, pose-toi la question pourquoi tu le veux. Puis tu vas trouver la clé de pourquoi tu veux tout le temps ça, puis qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans. Puis, Mettons, pourquoi tu veux avoir, je dis voilà quoi, pourquoi tu veux avoir 10 000 abonnés sur Instagram? Pourquoi tu penses qu'en ayant 10 000 abonnés Instagram, tu vas être bien? Pose-toi la question. C'est ça qui est important. Le but, c'est pas avoir 10 000 abonnés Instagram, c'est pourquoi tu as besoin de ça. Est-ce que tu associes avoir 10 000 abonnés Instagram avec, ben, je dois être cool, parce qu'il y a 10 000 personnes qui m'aiment. Alors, tu associes les abonnés à l'amour. Mais est-ce que tu vraiment ces gens-là? Je pense que c'est plus ces questions-là qu'il faut se poser. tu as parlé aussi que tu avais un sens de l'humour, ce que je trouve normal, vu que tu es quand même un humoriste. À l'école, t'étais-tu le genre de gars, le funny guy qui fait tout le temps des jokes? Depuis que j'ai 12 ans qu'on me dit que je devrais devenir humoriste, depuis que je suis enfant. T'as-tu des anecdotes de trucs qui sont arrivés quand tu étais à l'école? En général, c'est un truc. Je crois que les humoristes, on est plusieurs là-dedans. La force des humoristes, c'est comprendre les codes et les transgresser. C'est comme ça qu'on commence à faire de l'humour. On comprend les codes, pour les transgresse. Mettons, il ne faut pas parler, on parle. Il ne faut pas dire tel mot, on comprend les codes. Et aussi la force qu'on a, les humoristes, c'est on comprend les codes et on sait comment les dépasser juste assez pour faire rire, pour créer une réaction, mais pas se faire chicaner. On est très, je crois que la plupart des humoristes, on est très, très, très pissous, très mauviettes. C'est ce qu'on a tous en commun, je crois, la majorité. Alors, c'est ça que je faisais quand j'étais enfant. Comprendre les limites puis jouer avec. Je viens de me rappeler, tantôt quand on parlait d'Alexis, j'avais une question que j'ai oubliée, mais Cool. je viens de m'en rappeler, fait que je vais te la poser. Écoute. Alexis a été déplatformé de YouTube, Twitter, Facebook, nomme-les toutes. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Je crois que si tu participes à un mouvement ou un groupe armé essaie de renverser le gouvernement, bien, le gouvernement en question va réagir. Alors, oui, si à visage découvert, tu encourages des gens à faire des coups d'État, il va y avoir des conséquences. Alors, je crois qu'avant de parler de liberté d'expression, il faut protéger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts pendant ce coup d'État-là. Parce que tout est arrivé après des gens armés qui sont allés au Capitole. Alors, il y a un policier qui est mort à coup d'un truc pour les incendies, là. Une bombe d'incendie, il s'est fait tuer avec ça. Il y a une femme qui s'est fait tirer dessus. Et il y a des politiciens qui avaient peur pour leur vie. Il faut quand même le mentionner qu'il y a des politiciens qui se sont cachés dans leur bureau là, parce qu'ils avaient peur d'être des cibles. Alors, c'est ça qui est important. C'est ça le débat. C'est comment on peut protéger les élus. Parce que on peut pas, j'en reviens pas que je dise ça, mais tu peux pas tuer les élus d'un pays. Et tu peux pas essayer de les bullier. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le gouvernement. Et si tu participes à ce mouvement-là, ben, il va y avoir des conséquences. Mais Alexis il avait été ban. Là, tu parles. Je pense pas que c'est pas une manifestation. Je pense qu'on peut appeler ça une attaque au Capitole. Mais il avait été ban il y a quand même quelques semaines, voire quelques mois avant ça. Est-ce que. Puis il avait été ban à cause qu'il partageait des liens de QAnon,
Tu sais, là, c'est des sites de complotistes. Hein. Le truc du Capitole, oui. Mais est-ce que ça peut... Mais est-ce que... Si tu attaques l'État va se défendre. Oui. Tu... je cherche le mot. Tu sais, quand on parle de l'affaire à Mike Ward, on dit souvent que ça peut créer... Précédent. Oui, précédent. Est-ce que tu penses que ce qu'Alexis Cossette a vécu, ça peut créer un précédent pour, mettons, les autres créateurs de contenu qu'ils peuvent plus trop dire ce qu'ils veulent sur leur plateforme parce que, veut pas, ils sont suivis, puis ils pourraient peut-être se faire... ils pourraient peut-être tout perdre juste à cause d'un mot de travers. Est-ce que tu penses que ça peut aller là? Je pense pas que c'est un mot de travers, Alexis Trudel. Je pense que c'est plusieurs vidéos où il remet en question qu'une pandémie existe. Il remet en question la sécurité d'un vaccin. Ouais. Il remet en question la sécurité publique. Il remet en question... Il y a le potentiel de tuer du monde. Si tu dis au monde, portez pas de masque, allez pas vous faire vacciner, le potentiel... Mais... Fait que ça, oui, je crois que dans la vie, si tu es assez puissant et tu as le potentiel de causer des torts à la société va te restreindre, va protéger ses concitoyens. Juste, j'aimerais faire une petite précision. Je ne suis pas du tout pour le discours d'Alexis. C'est juste que je pense que c'est une question qui mérite son débat. Bien sûr. Puis on en discute. Puis, ouais. Là, je veux dire, selon moi, mettons qu'on parle de liberté d'expression, c'est pas la bonne façon d'enlever le droit à quelqu'un, mettons, de faire des vidéos sur YouTube. Selon moi, c'est pas ça qui va faire avancer la liberté d'expression. Selon moi, c'est important d'avoir des débats avec du monde qui ne pense pas comme toi. Mais malheureusement, ces hommes et ces femmes-là qui font ces vidéos et ces blogs, ils ne veulent pas débattre. Ils veulent monologuer et être rémunérés pour ça. C'est exactement. Il y a des gens qui sont ouverts au débat parce qu'on leur offre des preuves. On sait que les preuves qui avancent sont fabriquées. On sait qu'ils mentent. Alors, ils ne sont pas ouverts au débat. Ils sont ouverts à... C'est payant avoir ce discours-là. C'est exactement ça. J'ai déjà essayé de parler avec quelqu'un, un conspirationniste, puis c'est pénible. Bien sûr. Ça peut pas bien finir. J'ai l'impression que c'est juste deux bornés qui parlent ensemble. Je ne suis pas capable que ces deux bornés. Je crois qu'eux sont bornés, pas le reste de la population. C'est pas des gens ouverts. Avant le début de la conversation, leur idée est faite. Alors, à quoi bon? C'est ça. Moi, des fois, avec des amis, on discute. Et mes amis me disent, on va arrêter d'en discuter parce que ma position est claire, ta position est claire, et les deux ne veulent pas bouger. Alors, à quoi bon? Ouais, puis... Il y a des choses qui, je veux dire... Ouais, vas-y. Puis il n'y a rien de mal là-dedans de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Ça peut être ton ami quand même. Tout dépendamment si lui, il trippe sur fourrer les... Avec qui je partage toutes les idées. Moi, là où je suis ton ami, c'est pas parce que je partage tes idées, c'est que je respecte ton processus. Mes amis, j'aime pas tout ce qu'ils pensent. Je respecte comment sont arrivés à ces conclusions-là. Quand tu montres les mêmes données, j'arrive pas à la même conclusion, mais je respecte ton processus intellectuel. Puis, est-ce que tu penses, un créateur de contenu qui a quand même un gros following sur sur YouTube, est-ce que il y a une capacité d'influencer, mettons, 20 000 personnes, il y a 20 000 abonnés. Puis, est-ce que je vais trouver les bons mots. Donne-moi 2 petites secondes. Parfait. À quel pourcentage ils sont responsables de ce qu'ils peuvent
sais, il y a souvent des créateurs de contenu, des YouTubers, que eux, ils font. Que eux, ils se disent, moi, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, le monde me suive pas, mais je suis pas responsable de ce que eux vont faire par après, je suis pas responsable de ce que eux pensent. À quel moment tu penses que, à quel pourcentage tu penses que le créateur de contenu est responsable de l'influence et de ce qu'il dégage à son public? Mais moi, si j'apprenais toutes les personnes qui écoutaient mon podcast, c'était misogène, qu'ils écoutaient mon podcast, puis ils en voulaient aux femmes après, ben je me poserais des questions. Je me dirais, comment ça, quand tu écoutes mon podcast, tu as envie de crier après ta blonde? Il y a quelque chose que je dois faire qui n'est pas correct. Moi, je pense, un truc que j'observe, c'est si une personne, ça m'arrive souvent d'être mal interprété. OK. Ma réaction, c'est la faute aux autres. La faute aux autres. Quand 10 personnes de classes différentes, de cultures différentes, qui ne se connaissent pas, ont la même conclusion, je me dis, ben, ça doit être moi le problème. Alors, je crois que c'est un truc individuel. Puis, t'émets un message, puis il est mal compris par plein de mondes différents, mais ton problème, c'est le message. Et je crois que, en tant qu'artiste, l'objectif de faire de l'art, c'est de divertir, d'amuser, des fois faire un peu d'éducation. Mais si, dans ton processus, il y a du monde qui a de la peine, il y a du monde qui a de la haine, remets-toi en question. C'est pas normal. Parce que moi, mon podcast, le but, c'est que le vendredi, tu le partes, puis tu fasses 3-4 fois pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie. Si tu écoutes mon podcast, tu es en colère, t'en veux au Laotien, il y a quelque chose, ça va pas bien. Comment ça, je fais un podcast avec ma blonde, puis t'en veux au Laos, ça va pas bien. Mais, ouais, fait que selon toi. Mais moi, je me dis, quand j'entends quelqu'un me dire, oui, oh, je suis pas responsable, ces personnes-là, j'y suis plus. Parce que, jusqu'à un certain point, on s'amuse, puis s'il y a des gens qui interprètent mal, c'est pas notre sort. Mais si plein de monde comprennent mal ce que tu fais, il y a quoi qui cloche? C'est vrai que le fame vient avec des responsabilités. Moi, je dirais même pas le fame, parce que, Ben, mettons, Arnaud Soli. Arnaud Soli, c'est une personne incroyablement populaire. Son art fâche personne. Son art est amusant, fait rire, amuse, surprend. Je veux dire, je pense pas que cet homme-là a aucune responsabilité. À mes yeux. Peut-être que s'il m'écoute, il fait Tom, à mes yeux, il n'y a aucune responsabilité. Je pense pas qu'il écoute. Je veux dire, alors, je pense pas que Arnaud, si je le vois, là, je veux dire, t'as des responsabilités, mon gars. Pas du tout. Le gars, il s'amuse. Il fait des lives incroyables. Il fait des mimes incroyables. Il y a une émission qui s'en vient qui va être très, 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 très drôle. Je crois pas qu'il y ait de la responsabilité. Si dans la vie, tu es obligé de dire yo, moi, je suis pas responsable de rien, ça va pas bien. T'as quelque chose, t'as fait de quoi de weird, de bizarre. Mais j'ai aussi déjà vu, je sais pas si on peut appeler ça des journalistes, mais des journalistes d'opinion qui, pour eux, c'était pas normal qu'un créateur de contenu, un influenceur, un YouTuber, quelqu'un qui a une plateforme et qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute, eux, ils disaient que c'était pas normal qu'ils ne passent pas le message genre qu'ils prennent pas la responsabilité de dire aux gens hey, porte ton masque. J'ai déjà vu ça. Est-ce que, sans parler de, mettons, ton discours qui peut fâcher certaines personnes, qui peut déranger certaines personnes qui te suivent puis leur donner des idées bizarres, sans parler de ça, est-ce que quand tu as un following, quand tu as du monde qui te suit, est-ce que tu as une responsabilité forcément de les éduquer, même si tu fais pas fort? À mon avis, non. À mon avis, non. Okay. Je crois que c'est pas la responsabilité aux artistes d'éduquer qui que ce soit. La responsabilité des artistes, c'est de faire le mieux possible. C'est faire de l'art le mieux possible. Pas toujours divertir, faire de l'art le mieux possible. C'est ça que je m'attends à un artiste. Je m'attends qu'elle fasse d'un artiste que j'aime, j'espère que l'artiste va faire de l'art du mieux qu'il peut. Avec une démarche sérieuse. Puis pour moi, une démarche sérieuse, c'est juste
avoir le meilleur son possible, avoir le meilleur discours possible. Pour moi, là, c'est ce que j'attends des artistes. Et parce que moi, dans la vie, c'est pas je ne m'attends pas à ce que les artistes m'apprennent quoi que ce soit. Il y a d'autres gens qui... On vit dans une société où plein du monde sont capables d'éduquer. Alors, c'est pas la... Ouais, c'est pas ton devoir. Non. Je trouve ça dangereux, les artistes qui décident de faire « Moi, je vais éduquer! » Premièrement, ils sont pas bons là-dedans. T'es pas bon là-dedans! Et deuxièmement, tu fais pas d'art. Ouais. N'oublie jamais que s'il y a des centaines de milliers de gens qui t'aiment, c'est parce que tu fais de l'art. Et soudainement, tu arrêtes de faire de l'art, puis tu fais juste dire l'important, c'est s'aimer. À quoi on joue? Puis, ça, question qui a zéro rapport, mais qui vient de me flasher dans la tête. T'as-tu déjà eu des problèmes avec la police? T'as-tu déjà fait arrêter? Ouais, parce que je prenais des drogues puis je dérangeais. Mais c'est toujours moi. À chaque fois que j'ai eu des problèmes avec la police, j'étais à 400% dans le tort. Mais est-ce que tu disais que tu prenais des drogues puis que tu dérangeais? T'étais-tu le genre de personne à crier en plein milieu de la rue à 3 heures du matin? OK. Oui. Alors la police disait, tu cries en état de vérité dans plein milieu de la rue, arrête. Puis je disais d'accord. Pour moi, ma relation avec la police, ça a toujours été... L'affaire que je faisais, j'avais pas l'affaire à faire ça. Tu respectes l'autorité? Ben, non, je respecte que tu as le pouvoir de mettre dans une cage. Et j'apprécie pas être dans une cage, alors je change mon comportement. Moi, c'est... là, on va rembarquer. Je ne veux pas rembarquer là-dedans. Mais quand je vois des complotistes qui disent « Moi, là, la police, là, elle me dira jamais quoi faire. Hein. » Bro, ils ont un gun. Oui. Okay. Il y a des tactiques pour faire en sorte que tu rentres dans la... Tu gagneras pas, même si tu te bats avec eux. Ça peut pas bien finir. Si tu te bats, il va pas faire « T'as gagné, tu peux t'en aller. » Non, c'est un drôle de souhait, ça, dans la vie. Te chicaner avec la police. En même temps. Bon, on approche vers la fin du show. Dernière question qui va sûrement devenir une question récurrente. J'en teste quelques-unes tout le temps pour finir le show. C'est quoi ta bouffe préférée? Un cheeseburger, mayo, ketchup, tomate, laitue, avec une rondelle d'oignon et un thé glacé. Rondelle d'oignon dans le burger ou à côté? À côté. Non, à côté. T'es-tu du genre à... Je sais pas si t'as déjà fait ça, une sandwich, puis tu te mets des chips dedans? Non, jamais. Jamais? Jamais. T'essaieras, si ça te tente. Ouais, mais un gros merci d'être revenu. Je suis encore une fois désolé de ne pas avoir enregistré la première fois, mais je pense que ça a donné un meilleur show. Let's go! Moi, si t'es heureux, je suis heureux. Je suis parfaitement heureux. Merci Thomas Levac d'être venu. Toutes les places où te suivre, ça va être en description. Puis vous autres, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!